Ok, du coup dans cette vidéo ça va être sympa, on va parler de polynômes orthogonaux. Donc avant de commencer j'aimerais dire quand même les prérequis c'est tout ce que vous faites en sup sur les espaces, pas euclidiens mais les espaces avec les produits scalaires et tout là, espace pré-hilbertien machin truc, espace euclidien. Et en gros, savoir manipuler les produits scalaires et un peu de polynôme aussi, même si c'est pas très important. Et aussi, mieux vaut savoir ce que c'est qu'un déterminant, savoir calculer, développer par rapport à des lignes, des colonnes. Ça, c'est pour la toute fin. On va essayer de voir le lien entre déterminant et polynôme orthogonaux, que je trouve sympa. Du coup, je fais cette vidéo parce que j'avais vu pas mal de vidéos sur les polynômes orthogonaux, mais je les trouvais pas tout le temps complètes. Genre, parfois, je me dis, il manquait quelques trucs, donc on va essayer d'aller un peu plus loin, même si c'est pas une dinguerie. Mais voilà. Et du coup là, déjà on va voir les propriétés élémentaires, ça tout le monde l'a déjà fait sur YouTube. C'est juste, en gros, on va construire une famille de polynômes orthogonaux. Enfin, on va construire ce qu'on appelle un système orthogonal avec Gram-Schmidt, avec l'algorithme de Gram-Schmidt. On va étudier un peu ces polynômes-là. On va voir qu'ils sont en fait scindés à racines simples, qu'on peut localiser un peu les racines, etc. Ensuite, on verra une petite relation de récurrence pour ces polynômes. Bon, jusque-là, c'est assez classique. Et après, ce qui vient après, c'est moins classique, mais bon, c'est pas non plus une dinguerie. Mais c'est juste, on aura une petite formule euh, sur une base du dual de Rn-1 crochet x. Bon, ça, je vous en dis pas plus parce que c'est un peu galère à. Enfin, où on le fait ou on le fait pas, mais on va pas en parler comme ça. On le fera correctement après. Et après, par contre, à la fin, c'est mon truc préféré, c'est le lien du coup avec les déterminants justement. On va introduire quelques matrices et on va voir on peut fabriquer un autre système orthogonal, donc un système de polynômes orthogonal. Ok, donc on va commencer déjà par la première partie un peu de la vidéo. Ça va être tout ce qui est polynômes orthogonaux. Donc déjà, on va essayer de définir le produit scalaire avec lequel on travaillera. Bon, ça, c'est un truc assez classique. C'est en gros le produit scalaire, c'est ça. En fait, on va considérer donc le produit scalaire, c'est l'application là. On va l'appeler, je sais pas. Hop, tac. Ok, c'est bon, mon stylo marche. Ok, donc PQ, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle prend genre deux polynômes. Donc ça, c'est genre dans R crochet X, mais genre on s'en fout du degré. Et en fait, on va avoir ce truc là. Donc l'intégrale de A à B de P de T, Q de T, oméga de T dt. Et là, je sais que j'ai rien défini, mais vous inquiétez pas. Du coup, en fait, A et B, c'est des réels comme ça. Ok, on s'en fout. Et après, oméga, c'est une fonction définie bien sur AB, ok, mais elle a valeur dans R, et il s'avère qu'elle est strictement positive. Ok, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur bon, c'est juste le produit scalaire, quoi. Du coup, on vérifie que ça, c'est bien un produit scalaire, symétrie, linéarité et définie positive. Ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, bon, ça, je vous le laisse faire, c'est quasi trivial. Enfin, si juste un moment, on utilise, je crois que c'est pour que ce soit défini positif, on utilise que ça, c'est strictement positif. Voilà. Juste, c'est pour ça qu'on a besoin que ce soit strict, c'est juste dans le fait que ce soit bien défini positif. Et le pire, c'est qu'en plus, on va l'utiliser à un moment que ça, c'est défini positif. À la toute fin, dans les déterminants, ça va être crucial. Donc voilà, mais bon, on le vérifie, ça marche bien. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va voir que on va définir ce que c'est un système orthogonal, ok, et on va essayer d'en construire un, et on va voir qu'il en existe toujours un dans R crochet X. Ok, donc un système orthogonal pour donc définition, on va voir ce que c'est un système orthogonal pour ce produit scalaire qu'on a défini. Ok, c'est le produit scalaire juste avant. Ok, euh, donc c'est quoi? C'est une famille de polynômes. Ok, donc vraiment plein de polynômes, genre une infinité quoi. Tel que à chaque fois on a le degré du bail, c'est l'indice. Ok, et PK et PL, ok, enfin PK scalaire PL, c'est égal à 0 si K est différent de L. Ok, donc ça c'est un système orthogonal. Ok, et en fait on va donc là on va montrons que euh, il existe un tel système
dans E. Et là, en l'occurrence, même plus que ça, hein, en fait, ce sera une base. En fait, la vraie définition, en vrai de vrai, un système orthogonal, c'est que ça, là. Je crois que c'est que ça. Mais comme ici, on rajoute ça, ça fait que forcément, la famille des polynômes, ça sera une base de R crochet X. Bah, c'est normal, en fait, c'est échelonné en degrés, quoi. Là, je vous renvoie au cours sur les espaces vectoriels et tout. Mais voilà. Ok. Donc du coup, on va essayer de montrer ça. Bah, du coup, on fait juste Gram-Schmidt, hein. En fait, Gram-Schmidt, elle nous donne direct la famille de polynômes. C'est juste, il faut bien vérifier que le degré de pk à chaque fois, c'est k. Mais ça, c'est quasiment évident, en fait. Là, je viens de réfléchir. En fait, comment faire ça? En fait, on applique donc on prend la base de R crochet X, ok? Donc ça, on part de ça. De toute façon, Gram-Schmidt, dans Gram-Schmidt, je vous rappelle, on part toujours d'une base. Ok? Donc là, comme ça fait un petit rappel en plus sur l'algo. Parce que l'algo, moi je trouve, il est pas si simple en vrai. Au début, moi je comprenais l'idée, mais parfois c'est difficile. Et je vous conseille une vidéo de Holgen, là, je sais pas si vous voyez, il a fait une vidéo sur ça. Ça explique bien. Du coup, voilà, ça m'avait éclairé. Et donc en fait, donc on applique Gram-Schmidt, ok, et on obtient ce qu'on veut en fait. On obtient PK tel que PK scalaire PL égale 0 si k est différent de L. Et en fait, ça, à la limite, ça, on l'a. En fait, ça y est, notre famille, on l'a. Juste, on va montrer qu'elle vérifie bien l'hypothèse supplémentaire. Donc, en fait, on va montrer, on peut le faire par récurrence. On peut le faire par récurrence, mais attention, il va falloir bidouiller un peu Gram-Schmidt, en fait. Que degré de pk égale pk. Égale k, putain. Ok, du coup, déjà, bon, bah, pour le k égale 0, en fait, il s'avère que dans Gram-Schmidt, donc quand on applique, P0, c'est juste 1 sur la norme de 1, parce que c'est le premier vecteur de cette base-là. Donc c'est bon, ça marche. Degré de P0 égale 0, c'est une constante. Ok? Donc ça, c'est nickel. Ensuite, pour K, genre quelconque, tac, putain, pourquoi j'y fasse? Ok, pour K comme ça, là, attends, tac, je vais descendre ce truc. Donc pour K quelconque, il s'avère que, donc supposons que les degrés de ceux d'avant, c'est bien l'indice. Ok, pour tous ceux d'avant. Tac. Ok, et donc là, pourquoi ça, c'est pas mal? Parce que dans Gram-Schmidt, on a ça. Dans Gram-Schmidt, on a que PK. En fait, il est défini comme étant XK. Ça se vérifie, ça apparaît dans la preuve, mais genre, c'est simple. Moins la somme des I égale 0. En fait, c'est juste XK, auquel on retire toutes les projections. Tout ça là. Tac, tac. Ok. Ici, lambda I, c'est ça. Ok, c'est la projection à chaque fois du pays sur le XK divisé par la norme au carré de pays. Ok, mais on s'en fout. En fait, ça je l'ai écrit, mais on s'en fout. On s'en bat les couilles. En fait, tout ce qui compte, c'est que voilà, on est xk moins une combinaison linéaire de polynômes de degré inférieur à k-1 par l'hypothèse de récurrence. Donc du coup, le coefficient dominant ici, c'est bien 1, il disparaît pas. Et donc nickel. Parce que ça, du coup, comme je l'ai dit, c'est degré inférieur ou égal à k-1. Donc ça, c'est degré égal k par opération sur les degrés. Ok, donc là j'espère que je vous ai convaincu. Normalement c'est carré. On a une famille, un système orthogonal. Ok. Maintenant il y a juste un petit résultat important que parfois on oublie, c'est l'unicité. Alors bien sûr on n'a pas l'unicité d'un système orthogonal, ce serait un peu abusé, mais on a l'unicité en fait à association près. Et du coup, c'est-à-dire que je vais être plus clair, on va prendre PK. Donc supposez que vous ayez PK, ok, et QK, deux systèmes orthogonaux. Ok. Tac. Bon, déjà, on peut bien supposer ça. Donc, supposons ça, on peut le faire, puisqu'on vient de montrer qu'il en existe un dans R crochet X. Ok. Système orthogonal, là, je parle de R crochet X, hein. Si c'était pas clair, j'espère que c'était clair, ça vous a pas embrouillé. Mais voilà. Alors, en fait, il existe une suite lambda k, on va l'appeler, ok, telle que
pour tout K, PK c'est en fait lambda K, QK. Ça veut dire que chaque polynôme, à chaque rang, à chaque fois, les deux polynômes PK et QK ils sont associés. Et ça c'est ultra puissant. Parce que du coup on a ça implique, donc tout ça, ça implique quoi? Unicité d'un système orthonormal. Orthonormal, c'est un système orthogonal, donc tous les PK sont unitaires. Ok? C'est un orthogonal tel que les PK soient unitaires. Ok, donc voilà, c'est bon. Donc pourquoi ça c'est vrai? Alors pourquoi ça c'est vrai? Parce qu'en fait, en fait on fait juste par récurrence, hein. En fait on va utiliser successivement. Après c'est pas si trivial quand même. Genre moi je me rappelle j'avais galéré, du coup on va essayer de le faire. Donc du coup on va supposer qu'on a à notre disposition ces deux polynômes là, enfin ces deux familles ces deux systèmes orthogonaux, PK et QK. Ok, on va les écrire là pour pas les oublier parce que je sens que je vais les oublier. Tac. Ok, et du coup là-dedans, on va faire quoi? On va dire, on va montrer par récurrence que le résultat qu'on avait juste avant là, les lambda k. Donc pour k égale 0, c'est évident, puisque pour k égale 0, p de 0 et q de 0 sont constants. C'est des polynômes constants. Non nuls, hein, puisque c'est une base, mais ils sont constants. Donc tout polynôme constant sont toujours associés. Là en plus on est dans R, donc c'est K. Mais même pas dans R, ça marche quand même. Ok, donc c'est bon. Maintenant, pour K dans N, alors là ça se corse peut-être un peu. Donc soit K cette fois dans N étoiles. Supposons que pour tous ceux d'avant, il existe donc pour tous ceux d'avant, ils sont associés. Ok, bon, je traduis parce que c'est un peu chiant là. Mais bon, j'écris pour que ce soit clair. Ok. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc on va essayer de travailler sur PK. On aimerait bien montrer que PK, il existe un lambda K tel que PK égale lambda K QK. Ok. En fait, degré de PK, on l'a construit, hein, c'est comme ça. Hop, par construction. Ok. Degré de PK égale PK. Donc EK, putain, qu'est-ce que je suis con. PK appartient à RK crochet X. Ok. Ça c'est genre, ça c'est sûr ça. Ok. Sauf que je rappelle quand même que R crochet X, certes on l'avait défini comme une base avec notre système orthogonal, notre nouveau système, mais R crochet X, une base, ça reste quand même la base canonique. Donc ça, c'est égal à vect de quoi? De 1, tac, 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 jusqu'à xk quand même. Ok. Sauf que ça, c'est aussi égal à vect de quoi? Bah de q0 jusqu'à qk. Ça découle de Gram-Schmidt. Hein. C'est pas exactement dans la définition d'un système orthogonal, mais là il s'avère que comme les degrés de pk égale k, on avait montré que les q0 qk c'est une base de rk crochet x. Ok. Donc ça c'est bon. Du coup, qu'est-ce que ça implique? En fait, ça veut dire que pk, tout simplement, c'est une combinaison linéaire des qi. Ça veut dire qu'en gros, puisque pk il est dans rk crochet x, et ben on va l'exprimer dans cette base là. Et donc du coup, pk c'est une somme des alpha i. Ok, il existe des petits coefficients là, des petits scalaires qui sont réels. Hein, du coup là on travaille dans le corps c'est r. Ok. Et donc du coup, bah, on va juste montrer que il faut montrer tout simplement que tous les alpha i ils sont nuls quand i il est strictement inférieur à k. Ok. Montrons que alpha j égale 0 si j est strictement inférieur à k. Ok. Bon bah pour ça, on va dire soit j dans hop, soit j qui est justement là où on veut. Ok. Et en fait tout simplement, bah ça c'est une idée classique, il faut penser juste à faire le scalaire QJ. Mais ça c'est genre une idée vraiment classique. Pourquoi? Parce que ça c'est une évidence que ça. Ah du coup on remplace PK parce que c'est. PK c'est notre somme des alpha i QI là. Avec QJ. Ok. Et ça, qu'est-ce que c'est? Par définition, puisque les QI, QJ, ils sont, on sort les alpha i là, par linéarité, et à chaque fois, le QI scalaire QJ, si i est différent de j, ça s'annule. Du coup, en fait, ça, c'est juste égal à alpha j, QJ, QJ. Putain, comment j'ai écrit comme un terroriste, mais c'est pas grave. Et du coup, bah là, on est presque bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, il faut se rappeler. Bon, déjà, ça, donc, je remets ça là, je vais écrire là. Je remets, hein, c'est égal à alpha j fois au final norme de QJ au carré. Ok.
Bon, ça c'est pas nul, pourquoi? Parce que si ça c'était nul, ça veut dire que QJ serait nul, or QJ ça fait une base d'un truc. Donc c'est pas possible que ce soit nul. Ok, donc ça c'est non nul. Or tout ça c'est égal à 0. Pourquoi tout ça c'est égal à 0? Ça il faut que je le remontre, je vais le montrer ici là. Donc je vais montrer que tout ça c'est égal à 0. En fait, montrons que ça c'est égal à 0. Pourquoi ça c'est égal à 0? Parce que je vous rappelle que QJ, puisque PJ, par hypothèse de récurrence, hein, c'est un lambda J QJ, ok, hypothèse de récurrence, un lambda J non nul, hein, sinon PJ serait nul, et ben du coup ça veut dire que QJ, voilà, c'est PJ sur lambda J. Donc PK QJ, et ben en fait qu'est-ce que c'est? C'est juste 1 sur lambda J, en sortant de lambda J, fois PK PJ. Ok? Et donc ça c'est nul par définition d'un système orthogonal, puisque K est différent de J ici. Ok? Donc ça c'est nul, etc. Je reviens à mon truc. Donc ça c'est nul, or ça c'est non nul puisque QJ est non nul, et donc ça c'est nul. Ok, donc alpha J est nul, et J était arbitraire entre 0 et K-1, donc tous les coefficients là qui sont strictement avant K sont nuls, donc on a bien un PK qu'on retrouve de la forme alpha K QK. Donc c'est bon là, c'est ce qu'on voulait montrer par récurrence. C'est nickel. Donc du coup, donc ce qu'il faut retenir en fait, donc dans tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que là on va passer à l'étude des PK maintenant. Ce qu'il faut retenir, c'est que bon, on a défini un produit scalaire un peu spécial là. Notre fonction W, on peut l'appeler, c'est un poids, ce qu'on appelle un poids positif. Okay, c'est juste une fonction strictement positive. On pourrait définir un produit scalaire plus simple, juste l'intégrale de P de T, Q de T dt, de A à B, mais c'est pas très intéressant. Là, on a vraiment des trucs de fou malade, donc c'est bien. Et donc voilà. On a montré qu'il existe toujours un système orthogonal dans R crochet X, et que ces systèmes orthogonaux sont uniques à association près, si j'ose dire. Et donc cette pseudo-unicité, elle implique l'unicité d'un système orthonormal, qui est un système orthogonal dont tous les PK sont unitaires. Ok? Bon bah voilà, on a un peu notre base finalement. C'est pas un mauvais jeu de mots vu qu'on a vraiment une base pour le coup maintenant. C'est les PK, et on va travailler avec d'ailleurs. Maintenant on va travailler avec les PK. Ok, donc ce qu'on va faire c'est... Tac, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, bon, on s'en fout. En fait, maintenant, on va parler des PK un peu plus... un petit peu plus sérieusement, on va dire. En fait, on va avoir quoi? On va montrer que PK, donc ça c'est un petit lemme, pour tout cas, donc pour tout cas, voilà, dans N, PK est scindé à racine simple. Et c'est pas tout. Ces racines sont dans AB, ouvert en plus. Donc c'est pas ces racines, ça peut pas être A ou B. Ok? Voilà. Bon, ça c'est pas du tout simple à montrer comme ça. À la limite, si vous tombez sur ça dans un sujet ou quoi, vous serez forcément guidé. Et dès que tu es un peu guidé sur cette question-là, ça va vite. Mais à avoir l'idée, bien sûr, c'est quasiment impossible comme tout en maths en fait. Donc on va essayer de, voilà, de guider un peu. Si parfois vous voulez mettre pause, je vous dirai au pire quand est-ce que vous pouvez mettre pause et essayer de chercher par vous-même. Là par exemple ça sert à rien parce que là comme ça sans connaître c'est impossible. Mais je vous dirai quand vous mettez. Enfin j'espère que je vais pas oublier. Mais voilà. Ok, du coup, on sait déjà que, bon ça je vais pas le justifier, mais en gros, donc on va fixer K, ok, K supérieur ou égal à 0, un entier. On sait déjà, en fait PK on va le décomposer avec toutes ces racines là, mais on va faire en sorte qu'il soit un peu mieux organisé. C'est-à-dire qu'en fait PK, bon, là je fais à l'oral, ok, PK, imaginez-vous bien, il a des racines, ok, c'est un polynôme réel, il peut avoir des racines ou pas de racines peut-être, mais en tout cas, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces racines qui sont dans l'intervalle AB, ok, on va les mettre d'un côté, à gauche, et à droite, on va mettre tout ce qui reste, c'est-à-dire un polynôme qui n'a pas de racine dans AB. En gros, PK, il s'écrit comme, je sais pas moi, A fois Q, ok. Q, il n'a pas de racine dans AB, ok. Du coup, toutes les racines qui sont dans AB, on les a mises là. Et là, on va mieux les regrouper. Ça, qu'est-ce que c'est? A, on va dire que c'est... Alors, je vais écrire et puis ensuite j'explique. C'est x moins R1 puissance alpha 1, tac, x moins RP puissance alpha P, tac, x moins S1
puissance bêta 1, tac, x moins tac, SQ puissance bêta Q. Ok. Qu'est-ce que c'est que toute cette merde là? Bah, en gros, R1 jusqu'à RP et S1 jusqu'à SQ. Donc déjà P et Q, ok, P et Q, c'est deux entiers. R1 jusqu'à RP, c'est les racines de PK qui sont dans AB ouvert et qui sont de multiplicité impaire. Les racines de et S1, SQ, c'est les racines de PK qui sont dans l'intervalle AB ouvert et qui sont de multiplicité paire. Ok. Et du coup, vous aurez compris que alpha 1, alpha p, c'est l'ordre de multiplicité, que tous les alpha i sont impairs, et les bêta j, du coup, sont pairs. Ok. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et en fait, de ça, on va déduire que les racines sont réelles, simples et dans l'intervalle AB. Bon, mettez toujours pas pause, là, c'est toujours infaisable. Attendez un peu. Mais du coup, on va réécrire notre forme, là. Donc ça, c'est vraiment la forme qu'on va garder, qui est vraiment pas mal. C'est que PK, donc K, il est toujours fixé, hein. C'est x moins R1 fois alpha 1, tout le merdier, x moins RP fois alpha P, x moins S1, ouais, c'est ça, bêta 1, tout le merdier, x moins SQ, bêta Q fois Q. Okay, et Q, c'est un polynôme comme ça. Comme ça, c'est bien, Q, il s'annule pas sur AB ouvert. Et je pense que vous le voyez venir, mais du coup, s'il s'annule pas sur AB ouvert, il est de signe constant. Ok, c'est un polynôme, il est continu, hein. Du coup, il est de signe constant sur AB. Du coup, dans l'intégrale, il va se passer des choses. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais vous allez voir. En fait, bon là, ce que vous pouvez essayer de montrer, on va montrer un résultat intermédiaire. Donc je vous rappelle, on est toujours en quête du fait que PK soit scindé à racine simple et dans l'intervalle AB, mais on va y arriver. Montrons quoi? Montrons que si P est strictement inférieur à K, PK, scalaire x moins R1, x moins RP égale 0. Ok. C'est-à-dire que ça, scalaire ça égale 0. Ce qu'il faut bien comprendre dans ça, donc déjà ça vous pouvez le faire, vous pouvez essayer par vous-même, ça y est, là pour le coup c'est pas infaisable, donc vous pouvez essayer. Mais pour comprendre pourquoi on fait ça, en fait on va essayer de faire un petit raisonnement par l'absurde en fait. Ce qui va s'avérer, c'est qu'en fait si je suppose ça, déjà vous le sentez venir, mais si je suppose ça, qu'est-ce que c'est l'assertion contraire? C'est de dire que P est supérieur ou égal à K. Mais si P c'est celui-là, là, il est supérieur ou égal à K, et que le degré de PK c'est K, vous le voyez venir, P il a autant de racines, voire plus que son degré, donc en fait P égale K, et toutes les racines qui sont ici, qui sont distinctes, sont de multiplicité 1, Q égale 1, et tout ça, ça n'existe pas. Et donc en fait on aurait juste ce qu'on voudrait. Donc du coup en fait, en supposant ça, on va essayer d'arriver à une absurdité, tout simplement. Et on verra que ça, déjà montrons ça déjà, qui n'est pas absurde en soi, mais en fait on va montrer que ça c'est absurde. On va voir pourquoi. Alors je préfère... Ouais, je sais pas. Non, on va d'abord montrer ça. Vous verrez ensuite pourquoi c'est une absurdité. Pour l'instant, on va rester le nez dans le guidon, entre guillemets, et on va juste essayer de montrer ça, genre, normalement, quoi. Alors, pourquoi ça c'est vrai? En fait, c'est vraiment simple, pour le coup. Enfin, c'est pas très simple, mais voilà. En fait, il faut voir que le degré de ça... En fait, déjà, pourquoi supposer P est strictement inférieur à K, ça appelle quelque chose. En fait, si on suppose ça, il faut voir que ce polynôme-là, là, donc x, donc le degré de ce truc-là, le degré de x moins R1 jusqu'à x moins RP, c'est P. Donc ça va, c'est pas la révélation de l'année, je pense. Mais il faut se rappeler que P0, tac, P, c'est une base de RP crochet X. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et ben du coup, on va exprimer ce polynôme-là dans cette base, tout simplement. Et là, vous le voyez venir direct. Hop, x moins RP. Et ben c'est tout simplement une somme de alpha i pi. Ok. Pour i égale 0 à p. Voilà, c'est tout. Voilà, en vrai, c'est à peu près tout, hein. Et maintenant, je pense que vous avez compris. Quand je fais ça scalaire ça, tac, tac. Quand je fais mon pk scalaire le merdier, là, scalaire le produit des x moins ri,
et ben en fait c'est comme si je faisais la somme des i égale 0 à p des alpha i fois pk scalaire pp, scalaire pi, pardon. Et ça, à chaque fois, c'est nul, puisque p, il est strictement avant k, donc tous les i sont strictement avant k, et donc par définition d'un système orthogonal, ça c'est une somme de 0. Ok, donc c'est égal à 0. Parce que 0 plus 0, ça fait 0, je crois, selon un théorème puissant. Et voilà. Du coup, ça montre que ça montre ce qu'on voulait montrer. Hein. Maintenant, pourquoi ça, c'est une absurdité? En fait, il s'avère que il faut maintenant qu'on a montré ça, on va dire pas à la main, quoi, avec des techniques de moine Shaolin, on va voir que, en fait, on va revenir à maintenant, on va le faire à la main. Qu'est-ce qu'on a montré en montrant ça? En montrant ce qu'on vient de montrer. On a montré que l'intégrale, on va revenir à la définition, l'intégrale de pk de t fois t moins r1, tac, t moins rp, w, je crois que on l'avait appelé w, je crois, c'est le truc du produit scalaire, là, le poids. On a montré que ça, c'est égal à 0. Mais là, qu'est-ce qu'en fait, pk de t, on se rappelle de sa forme, essayez de vous rappeler sa forme, ou allez le voir plus loin dans la vidéo. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de a à b de quoi? Et bien de t moins r1 puissance alpha 1 plus 1, t moins rp. En fait, on a rajouté une puissance à chaque t moins ri, si je peux le dire en résumé. Et là, on a tous les t moins sj, là, le produit des t moins sj puissance bêta j, voilà, fois q de t, w de t, dt égale 0. Voilà. Et en fait, ça, qu'est-ce que c'est? Tout ça là, tout ce merdier là, les bêta j ils sont pairs. Les alpha i plus 1 sont pairs, puisque les alpha i sont impairs. Donc du coup, tout ça, c'est à quelque chose de positif, c'est une fonction positive. Ça, c'est une fonction strictement positive, et ça, c'est une fonction qui ne change pas de signe. Donc en fait, ça veut dire que tout ça, tout ce qu'il y a dans l'intégrale ne change pas de signe. Mais si tout ce qu'il y a dans l'intégrale ne change pas de signe et que l'intégrale est nulle, ça c'est une propriété très simple, ça veut dire que la fonction est nulle. Donc tenez-vous bien, cette fonction-là est nulle. Si cette fonction-là est nulle, mais qu'elle n'est pas nulle, puisqu'elle est strictement positive, ça veut dire que cette fonction-là est nulle. Si cette fonction est nulle, c'est que le polynôme associé est nul aussi. Il y a une infinité de racines. Hein. Je rappelle que a est strictement inférieur à b. Et donc, du coup, ça veut dire que pk fois x moins ri, enfin, pk fois le produit des x moins ri, égale 0, c'est le polynôme nul. Or, ça, c'est pas du tout le polynôme nul, hein. Enfin, c'est évident. Donc, du coup, ça veut dire que pk égale 0. Ok, et ça c'est la plus grosse absurdité qui soit du coup, puisque pk il fait partie d'un système orthogonal qui est en réalité une base. Enfin bref, degré de pk égale k. Donc degré de 0 c'est moins l'infini, donc absurdité évidente. Donc voilà, c'est impossible que p soit strictement inférieur à k. Je vous rappelle, c'est ce qu'on avait supposé pour pouvoir avoir le produit scalaire qui s'annule. Donc p, on a bien que par l'absurde, bon, j'espère que vous suivez, parce que je suis pas toujours clair, mais voilà, p est supérieur ou égal à k. Ok, bah là on est bien. Hein. On est bien, puisque p est supérieur ou égal à k, je pense que je ne vais pas vous insulter. Je pense que vous avez vu par vous-même que ça veut dire que pk admet bien, enfin que R1, RP, c'est k racine en fait de pk, qui est de degré k, donc pk est bien scindé à racine simple et tout. Parce que les RI et les RI sont bien distincts. Ok? Tous les alpha i sont égaux à 1. Égaux à 1. Égaux à 1. Ok, bah du coup c'est bon. Et est-ce qu'on peut faire une petite remarque du coup? Ah oui, je crois, oui, pour parler, parce que je crois dans la miniature j'ai écrit quadrature de Gauss. Bon en fait je sais pas du tout ce que je sais, hein, je suis un gros menteur. Mais par contre je sais que on appelle pour pk les racines là qu'on a trouvées, on va les noter rk1 jusqu'à rkk. Mais en fait ça c'est ce qu'on appelle les points de Gauss. Ok, c'est les points de Gauss du polynôme pk. Voilà, c'est tout. Ah oui, pardon, et ils sont dans AB aussi. Mais ça c'est une évidence qu'ils soient dans AB. C'est une évidence parce que... Attends, pourquoi c'est une évidence ça? Oui, mais parce que oui, mais par définition, les RI, on a dit qu'on les avait mis dans AB. Ceux qui sont pas dans AB, on l'avait mis dans Q. Donc c'est bon, nickel. Nickel. Et donc voilà, c'est les points de Gauss. Alors ces RK, ils vont réintervenir plus tard. Alors là, juste après, on va montrer une relation de récurrence. Donc pas dans la relation de récurrence, mais juste après, dans une petite formule sur une base du dual de Rn-1 crochet X, vous allez voir qu'ils vont réintervenir. Voilà, dans une petite division euclidienne assez... Enfin non, c'est pas sympa du tout, c'est même pas marrant du tout, mais voilà, c'est un fait. Donc on va essayer de continuer.
Oui, juste ce qu'on peut remarquer, c'est que cette suite RKI là, la suite RKI pour K fixé, elle dépend que de oméga et elle ne dépend pas du choix de la suite orthogonale. Bah oui, puisque je vous ai dit que le système orthogonal, pour 2 systèmes orthogonaux, ils sont associés. Donc s'ils sont associés, ils ont les mêmes racines. Donc en fait, les RK, ils dépendent pas du tout du PK en fait. Là, on a l'impression que c'est les racines de PK. Certes, ils en dépendent, mais en fait non. Ça marche pour n'importe quel système orthogonal. C'est ça qui est assez puissant. C'est un peu pour ça que j'ai fait ça, hein, sinon c'est pas trop d'intérêt. Parce que vraiment, on peut le généraliser après à n'importe quel système orthogonal qui décrit tout R crochet X. Donc c'est sympa. Voilà. Donc c'est les points de Gauss, ce qu'on appelle les points de Gauss. En vrai, je sais pas à quoi ça sert. À part, non, si, je sais en fait. À part à la fin, pour les déterminants, là, ça va être marrant. Mais en vrai, à quoi ça sert en vrai, je sais pas. Mais ça va sûrement servir à quelque chose de très intéressant. Ok. Donc voilà, petite remarque sur le fait que les racines RKI ne dépendent pas du système orthogonal choisi. Ok. Donc maintenant, alors petite relation de récurrence, bon c'est pas très intéressant. En vrai, j'ai même pas envie de le faire. C'est quoi, je vais même pas le faire, j'ai la grosse flemme. Mais en fait, juste, je vous l'écris là, ok. Donc pour PK, notre système orthogonal, on a cette relation de récurrence là. Pour tout n supérieur ou égal à 2, Pn, en fait, c'est quoi? C'est An plus Xn. Oula, qu'est-ce que je raconte? C'est An plus X, ok, fois Pn moins 1, ok, fois celui d'avant, plus Bn fois celui d'encore avant, Bn moins 2. Ou An et Bn, c'est deux petites suites, ok, deux suites de réels, ok. Voilà, bah c'est tout. Enfin, pour n supérieur ou égal à 2, du coup, ok. Ils sont définis pour n supérieur ou égal à 2. Ça, pourquoi ça c'est vrai? Bon, si vous voulez le faire pour pas que je sois un connard et que je vous envoie ça comme ça sans rien, en fait, montrez ça, si vous voulez le faire. Montrez qu'il existe alpha n, bêta n, gamma n, des réels, tels que xpn, ce soit égal à alpha n, pn-1, plus bêta n, pn, plus gamma n, pn plus 1. Ok. Et ça, comment on le fait? En fait, vous voyez que xpn, en fait, il appartient à R n plus 1 crochet x, vu qu'il est de degré n plus 1. Donc du coup, vous l'exprimez dans la base des P0 jusqu'à Pn plus 1. Vous obtenez une grande combinaison linéaire. Et il faut montrer que tous les coefficients de la combinaison linéaire, quand i est avant n-2, et ben, le coefficient est nul. Et pour ça, vous faites scalaire. Enfin bref, vous vous débrouillez. Il y a une petite astuce à voir à un moment, qui est la suivante. Je vous la donne comme ça. xk, xm, voilà, c'est x, enfin c'est 1 xk plus m. Ça vient de la définition de notre produit scalaire, hein, dans l'intégrale. Par commutativité dans l'intégrale, on a une commutativité dans le produit scalaire, mais c'est assez évident, mais juste, bah, c'est ça, c'est une évidence, hein, mais juste, bon, moi je l'avais pas vu, donc ça m'avait fait galérer, mais en vrai c'est pas très compliqué. Voilà, et donc on a cette relation de récurrence. À quoi elle sert? Je sais pas. Encore une fois, elle doit servir à quelque chose, je ne sais pas à quoi, j'en ai rien à foutre, donc on va continuer. Ok, donc maintenant on va arriver à un truc. Non, vous savez quoi, en vrai la vidéo elle se fait longue, j'ai un peu la flemme, vous aussi, donc on va pas faire ça. La formule d'intégration là, on va pas la faire, en plus elle est pas très intéressante. Juste, elle utilise le résultat d'avant. Donc c'est juste, ça permet de vous faire comprendre que ce qu'on a fait avant, ça sert pas à rien, vu qu'on va l'utiliser là. Mais en fait, je le fais pas. Et je vais directement à la dernière partie, comme ça on finit enfin cette vidéo de merde. Enfin cette vidéo, voilà quoi. Donc du coup, on va voir, en gros, le lien avec des déterminants. Donc maintenant on oublie tout ce qu'on a fait, ok, donc tout ce qu'on a fait on le met à la poubelle. Non je rigole, on le met pas à la poubelle, mais disons que on va pas l'utiliser là. Et on va essayer de construire un système orthogonal cette fois, plus avec Gram-Schmidt et tout, plus besoin de prérequis bizarres, juste savoir ce que c'est un déterminant, savoir développer avec une colonne. On va trouver une famille de polynômes définis à partir de matrices, enfin en l'occurrence de déterminants de matrice, tels que la famille de polynômes soit un système orthogonal. Ok. Et donc du coup, bah, si c'est un système orthogonal, comme on a dit, c'est à association près, c'est égal à la famille orthogonale qu'on a construite avec Gram-Schmidt en fait. Donc on aurait pu la construire aussi avec Gram-Schmidt. Mais enfin, tout ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça se mord la queue un peu. Voilà. En fait, on va poser les choses suivantes. Donc déjà, on va poser les entiers CK. Donc pour tout cas, on va poser CK, c'est le truc suivant. Hop, c'est ça. Ok. Donc voilà ce que c'est CK, c'est XK1. Ok. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va poser les déterminants suivants. dn, c'est égal à... Bon, ce que j'écris là, réécrivez-le quelque part parce que je vais effacer après.
tac, jusqu'à Cn. Essayez aussi de prendre du temps pour essayer de bien comprendre ce que j'écris. Enfin, parce que comprendre ce que j'écris, c'est pas très compliqué, mais juste essayer de voir vraiment ce que c'est que xk1. Genre vraiment, à un moment, ça va aider, donc il faut vraiment le visualiser. Ok. Cn-1, Cn, Cn, Cn plus 1, etc. En fait, à chaque fois, je sais pas si vous voyez, mais là, on descend la colonne, on la descend à chaque fois de 1. Ok. Et donc, du coup, là, on arrive très logiquement à C2n, ici à C2n-1. Bon, j'écris tout pour bien que vous voyez. Voilà. C, bah ici du coup C2n-2, je pense que vous aurez compris. C2n-1, etc. Ok, bon voilà. Ça c'est delta n, ok du coup. Donc on rappelle ce que c'est les CK et tout, c'est bon, vous pouvez l'écrire quelque part. Ça va vous être utile. Ok. Et on va écrire aussi que... Bon non, je vais écrire là. Tac, on va définir aussi ce truc là. Un autre déterminant, et c'est ça en fait le déterminant important, c'est dnx. dnx, donc x de la variable réelle, on va dire, on s'en moque. Enfin on s'en moque pas du tout, mais disons que c'est la variable réelle, quoi. Donc c'est la même chose. Ok, donc vraiment pareil. Pareil, on va jusqu'à Cn-1, c'est pareil. Ok, donc C2n-1 ici. Donc là, pour le coup, tout ça, c'est pareil que ça, c'est la même chose. Par contre, la dernière ligne, on remplace ça et on écrit 1 x xn. Ok. Alors, ça, à quoi ça fait penser? Bon, c'est pas du tout un déterminant de Van der Waals et on va pas du tout utiliser le déterminant de Van der Waals. En revanche, cette technique de remplacer la dernière ligne par une fonction un peu, par des x puissance k, en fait, ça permet de voir un peu le déterminant comme un polynôme. C'est ce qu'on va faire. Et on va démontrer certains résultats sur le déterminant en utilisant des résultats sur les polynômes. Et ça, c'est un raisonnement classique qui est du coup utilisé. Je pense que vous connaissez la démonstration. Enfin, en vrai, c'est pas une évidence, hein, mais bon, bref, on l'utilise dans la démonstration du déterminant de Van der Waals. Vous savez, c'est la matrice comme ça, là. Les xk jusqu'à xk puissance k, enfin xk, x1, etc. Voilà, j'écris de la merde, mais vous avez compris. x0, x1 jusqu'à xk puissance k, et à chaque fois on monte la puissance et tout là. Bon bah pour démontrer que ce déterminant, je crois que c'est le produit des xj moins xi pour j strictement supérieur à i, etc. Bon, pour démontrer ça, en fait, on utilise des polynômes. Enfin, on peut utiliser des polynômes. Il y a d'autres démonstrations, voilà. Et donc là, c'est intéressant cet exo parce que du coup, on va voir un peu quelque chose de similaire, vraiment similaire à la démonstration de Van der Waals, mais on va utiliser quand même un point de vue différent du coup, puisqu'on est dans un système assez spécial avec un produit scalaire, etc. Voilà, c'est l'idée du truc. En fait, déjà, on va utiliser que, on va montrer déjà que delta n, ok, est non nul, ok. Bon, on va juste montrer que ça, la matrice est inversible. Enfin, je dis juste, c'est pas simple du tout, mais voilà. Den est non nul. Pour montrer un peu où on va, parce que j'aime pas partir un peu comme ça dans l'inconnu. Pourquoi on va montrer ça? On va montrer ça pour ensuite montrer que la fonction kx associe dnx, elle est polynomiale de degré n. Ok. Bon, déjà, pourquoi elle est polynomiale? Bon, c'est une évidence en développant par rapport à la dernière ligne. On voit qu'elle est polynomiale. Mais pourquoi, finalement, elle serait de degré n? Parce qu'en fait, le dernier coefficient, donc le coefficient devant xn, c'est ce déterminant-là. C'est ce déterminant-là. Or, ce déterminant-là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est exactement delta n-1. Vous voyez? Et donc, si on montre que les delta n sont non nuls, ça veut dire que delta n-1 sont non nuls, donc son coefficient-là n'est pas nul. Et donc, du coup, dn, on va noter dn, le polynôme associé à la fonction polynomiale dnx. Dn est un polynôme de degré égal à n. Ok? Alors voilà, ça c'est sympa. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer? Et bien en fait, il s'avère que dn, le truc là, dn est une famille orthogonale. Et ça, c'est pas simple à montrer du tout. On va utiliser une grosse astuce de fou malade là. Enfin, en tout cas, en sup, c'est un truc de fou, mais on verra. Ok. Du coup, on va essayer de voir, en l'occurrence, on va essayer déjà de montrer pourquoi delta n. Bon voilà, maintenant on sait où on va. Maintenant, on va montrer que delta n est non nul. Donc, pour montrer que delta n est non nul, on va pas travailler directement sur notre matrice dont le déterminant est delta n. On va travailler en fait sur cette matrice en fait, mais un peu changé. C'est-à-dire qu'on va travailler sur cette matrice là, ok? On va définir AN, ok? Donc pour n, je sais pas, n fixé, on va définir AN comme étant cette matrice là. Alors je l'avais écrit sur un brouillon, donc je retrouve mes petites notes là, tac, tac, tac. Putain, mais c'est où? Ok, c'est là. Du coup, qu'est-ce que c'est A1? A1, c'est ce truc là.
Ok, donc c'est en fait à chaque fois vous fixez 1 et ici à droite vous faites varier jusqu'à xn. Ok, ça vous le faites à chaque fois et à chaque ligne vous augmentez le degré de celui-là. Ok, donc vous faites la même. Ok, donc vous faites pareil jusqu'à arriver à xn et là vous recommencez xn1, xnx jusqu'à xn du coup. Ok, alors donc ce truc là. Bon déjà il faut voir que ça c'est exactement le déterminant enfin c'est la matrice dont le déterminant est delta n. Ok, déterminant de an c'est égal à delta n. Pourquoi? Bon ça c'est parce qu'en fait regardez, ça c'est exactement C0. Puisque C0 qu'est-ce que c'est? Bon déjà C0 c'est 1, 1, donc là c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple prenons je sais pas lui là, enfin allez, lui par exemple. Lui qu'est-ce que c'est? Bon bah c'est xn plus 1, 1, puisque je vous rappelle que le x on peut le passer à gauche dans l'intégrale. Et donc du coup qu'est-ce que c'est ça? Bah ça c'est justement égal à Cn plus 1. Et si vous allez dans la définition de delta n que j'avais écrite plus tôt, enfin si vous l'avez écrite quelque part, vous voyez qu'en fait on retrouve exactement la matrice dont le déterminant est delta n. Ok, donc montrons que le déterminant de ça est non nul. Ça va être plus simple que de montrer l'autre matrice. Donc pourquoi ce déterminant est non nul? Et bien en fait montrons tout simplement que ces bases forment une base de k puissance n plus 1. Parce que je vous rappelle que là la taille c'est n plus 1. On va de 0 à n. Donc n plus 1, pareil n plus 1, et donc montrons que les colonnes forment une base de k puissance n plus 1. Ou autrement dit, montrons que, en fait on va montrer soit x égale x1, enfin x0, xn, ok, c'est une matrice de taille n plus 1, 1 de R, telle que ax égale 0, n plus 1, 1, ok, montrons que x c'est la matrice nulle. Okay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup la solution de cette équation, l'unique solution c'est la solution nulle, et donc du coup que la matrice A est inversible, etc. Je vous fais pas le dessin, je pense que vous savez. On utilise l'injectivité de l'endomorphisme associé, etc. Le ker est bien nul, les colonnes forment une base, la matrice est inversible, et donc delta n est non nul. Ok. Maintenant montrons donc comment montrer que x c'est le coefficient, enfin c'est le vecteur nul. Et ben en fait, qu'est-ce que ça veut dire que ax égale 0? Ok, égale 0, 0. En fait, ça veut dire quoi? Donc je vous remets an pour que vous voyez. Quand je fais an fois x, ok, ça me fait une matrice colonne. Et cette matrice colonne, c'est à chaque fois cette ligne-là multipliée par x. Cette ligne-là multipliée par x. Cette ligne-là multipliée par x, etc., etc. Et à chaque fois, c'est nul. Donc en fait, j'arrive au résultat suivant. Je vous laisse le vérifier. Je l'écris direct, je sais que c'est un peu méchant, mais je pense que vous vous débrouillerez très bien. On a ça en fait. La somme, donc attention, il faut faire attention. La somme de quoi? À chaque fois on multiplie donc de 0 à n. À chaque fois on multiplie par xi et par xi et xi du coup. Ok. Voilà. Et à partir de là en fait faut bidouiller ce truc là. Du coup en fait la somme on peut rentrer dans le produit scalaire. Ça fait quoi? Ça fait la somme des xi fois enfin ça fait le produit scalaire suivant xi. Ok. Là j'ai juste rentré les j à l'intérieur. Ok. Et ça c'est nul du coup. C'est ce que c'est ax égale 0. X a été défini tel que ça soit nul. Ok. Donc pas de galère. Pas de galère. Normalement c'est bon. Ok. Or, qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que ça c'est P. On va l'appeler P le polynôme, ok? Et bien en fait on voit quoi? On voit que les xi, pour tout i, dans 0n, xi scalaire P est nul. Ok. Mais ça veut dire qu'en fait, puisque les xi pour i équivalent de 0 à n, c'est une base de Rn crochet x, bah, ça veut dire qu'en fait tout polynôme de Rn crochet x, scalaire ce truc là, égale 0. Mais donc en particulier, P qui lui-même appartient à Rn crochet x, scalaire lui-même égale 0. Donc P scalaire P égale 0. Et donc par propriété du produit scalaire qui est défini positif, je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait l'utiliser, qu'il est défini positif. Et ben du coup ça implique que P égale 0. Et si P égale 0, tous ces coefficients sont nuls. Or, ces coefficients, qu'est-ce que c'est? C'est les xi. Donc les xi sont nuls, et donc c'est nickel, parce que ça veut dire que la matrice est inversible. Ok. Donc nickel, delta n est non nul, j'espère que c'est clair. Enfin, c'est pas clair du tout, mais je m'en fous. Tac. Voilà. Ok, donc delta n est non nul. Donc en développant par rapport à la dernière ligne, on a vu que ça voulait dire que ça
c'est une fonction polynomiale. Bon, je vous laisse développer par rapport à la colonne. Hein. Fonction polynomiale de degré, enfin, donc le polynôme associé, pardon, est de degré n. C'est plus rigoureux, mais bon, là, on s'en fout. Et donc maintenant, je vous laisse montrer le résultat suivant, parce que là, la vidéo, elle est trop longue, donc je vous laisse vous débrouiller. Montrer que si k est strictement inférieur à n, dn xk, ça c'est vraiment la question finale. Alors elle est dure, mais elle est pas infaisable là pour le coup. Donc montrer ça égale 0, ok. Donc montrer que quand k est strictement inférieur à n, ça c'est égal à 0. Donc indication, vous commencez à écrire ce que ça veut dire, et en fait vous allez montrer que ça, c'est en fait un peu le déterminant d'une matrice. Et quelle matrice? Une matrice justement qui s'annule quand k est strictement inférieur à n. Voilà, essayez de montrer ça, c'est du bidouillage d'intégrale et de somme et tout, de linéarité. Et en fait, donc une fois que vous aurez montré ça, en utilisant bien que les questions d'avant, les deux questions d'avant, sur le dn qui est de degré n, et ben on en déduit que dn est un système orthogonal. Bah oui, puisque à chaque fois on a montré que le degré de dn c'est n, et dn scalaire les trucs d'avant, puisque les trucs d'avant c'est des combinaisons linéaires de xk, et ben dn scalaire les trucs d'avant, les di d'avant, c'est nul. Et donc du coup, dn est bien un système orthogonal. Voilà, enfin. Donc la vidéo elle était pas mal, puisqu'on a vu qu'on a construit des suites de polynômes orthogonaux avec Gram-Schmidt, et on a vu finalement que en réalité, on pouvait le construire aussi à partir de déterminants. Mais il ne faut pas oublier que tout ça, c'est vraiment pareil. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait à association près. Vu que tout système orthogonaux de polynômes orthogonaux est unique à association près. Voilà. Donc c'est tout. Donc si vous voulez approfondir, il faut regarder le cours de deuxième année et tous les espaces euclidiens un peu fin du cours d'algèbre, je crois. Mais je suis pas sûr, j'ai pas encore fait le programme. Ok, du coup c'est bon. Là on est bien. Bah voilà. Hein. Je sais pas la prochaine vidéo sera sur quoi, mais c'est déjà pas mal.